La fiscalité et le droit immobilier sont un petit peu son dada, ça ne lui fait pas peur. Il a accompagné des centaines d'investisseurs sur leurs projets. Aujourd'hui, je me retrouve donc avec Maître Boujard qui m'accueille une nouvelle fois dans ses bureaux. Nous allons parler un petit peu fiscalité, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail. Il va répondre à nos questions sur différents sujets dont certains font un peu polémique. Faut-il investir en nom propre? Faut-il investir en société? Quel est l'avenir du LMNP? Nous parlerons aussi de la holding. Est-elle l'arme ultime pour ne pas payer d'impôts? Ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. Bonjour Dimitri, merci de me recevoir une nouvelle fois dans tes bureaux. Aujourd'hui, merci d'accorder un petit peu de temps à ta communauté, ma communauté, pour répondre à certaines questions liées à la fiscalité immobilière. On voit souvent des questions qui se posent sur Internet par rapport aux noms propres, aux sociétés, comment choisir sa situation, son régime fiscal. Merci de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, quelle est ton activité actuellement en tant qu'avocat en droit immobilier? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Merci Charles déjà de m'accueillir de nouveau sur ta chaîne. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat depuis plus de 25 ans, investisseur depuis une vingtaine d'années. Je suis titulaire d'un DESS de droit bancaire et financier, d'un magistère de droit des activités économiques. D'accord. Et je suis plus particulièrement expert dans tout ce qui est investissement immobilier. Une expertise à la fois pratique et juridique. Je me suis plongé dans la fiscalité immobilière par nécessité, parce qu'il y a encore 10 ou 15 ans, j'aurais dit la fiscalité, c'est pas vraiment le truc le plus fun que je connaisse. Mais finalement, j'aime bien maintenant. J'aime bien parce que ça change et que je vois une diversité de situations maintenant extrêmement importante. D'accord. Donc oui, je fais actuellement uniquement du conseil aux investisseurs immobiliers, que ce soit d'un point de vue stratégique, pratique, juridique et fiscal, et je crée énormément de sociétés liées à l'immobilier, SCI, société de marchand de biens, société de sous-location, agence immobilière, etc. Ok, super. Donc tu vas pouvoir répondre à nos petites questions. On va voir. Tu es prêt? Commençons cette interminable question qui revient continuellement. Faut-il investir en nom propre ou en société? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de... ça dépend de vous, en réalité. Ça va dépendre déjà de vos objectifs. Ça va dépendre aussi de votre âge. Si vous êtes jeune, que vous débutez dans l'immobilier et que vous êtes seul, par exemple, ce qui arrive régulièrement à certains de mes clients, vous allez investir directement en nom propre pour éviter, dans l'hypothèse de la constitution d'une SCI, de devoir vous trouver un deuxième associé. Déjà. Alors déjà, on va évacuer une petite question aussi qui revient très fréquemment. C'est la super astuce. Je crée ma société holding et je vais être associé avec moi-même dans ma SCI et je fais ça dès le départ. Alors que la holding est une pure coquille vide. Là, je vous mets une grosse croix rouge. Le plus souvent, le banquier vous dira « Vous êtes gentil avec votre truc, mais moi, je ne finance pas ça. » Effectivement. Donc, il faut oublier cette fausse bonne idée de l'immobilier. Commencez à investir avec vous-même via une société quand cette société a une existence depuis plusieurs années et a déjà plusieurs bilans, et évidemment qui dégagent du bénéfice. Et là, oui, pourquoi pas, si vous êtes informaticien par exemple, j'en ai beaucoup, vous êtes freelance, vous êtes en société, votre société prend 10-15% dans votre SCI et vous serez associé avec vous-même. Et là, le banquier vous financera. Mais l'idée de constituer une société juste pour être deux dans la SCI, oubliez. Donc si vous êtes tout seul, investissez en nom propre pour commencer. Ok, super. Donc c'est ce que tu nous conseilles. Efficace. C'est ce que je recommande, effectivement. Maintenant, investissement en société, il y a de nombreux cas dans lesquels on peut aussi choisir de débuter directement par la société. On a une très forte fiscalité en nom propre. On va vouloir encapsuler la fiscalité via une SCI à l'IS, typiquement. Parce que dans tous les cas, la fiscalité sera moins importante qu'une tranche marginale d'impôt à 30, voire à 40%, même encore plus 17,2% de CSG-CRDS si on investit en location nue ou en location meublée, loueur meublé non professionnel. Donc dans cette hypothèse, oui, on peut investir directement en SCI. Il y aura divers inconvénients, mais on peut le faire. Et puis, le plus souvent, quel va être le parcours de l'investisseur immobilier? Il va commencer par du nom propre et à un certain moment, il va continuer ses investissements en société.
On parle souvent de ce fameux régime fiscal, le loueur meublé non professionnel, LMNP. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, je vous redirige vers la chaîne de Maître Boujard pour en savoir un petit peu plus sur cette magnifique niche fiscale. Actuellement, quel est ton avis sur le LMNP, le loueur meublé non professionnel, et quel est l'avenir du LMNP selon toi? À l'heure où nous faisons cette vidéo, le statut du loueur meublé non professionnel me paraît encore intéressant pour une certaine catégorie d'investisseurs. C'est ceux, par exemple, qui ne souhaitent pas développer un parc immobilier énorme en meublé et qui vont se contenter d'avoir un petit peu de patrimoine, des revenus complémentaires pour la retraite, auquel cas ça ira encore très bien. La problématique du loueur meublé non professionnel, ce sont les changements qui sont arrivés ces dernières années du fait du fameux arrêt de 2018 sur la suppression de la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés pour devenir loueur meublé professionnel. Actuellement, vous n'avez plus que 2 conditions de seuil de revenus pour passer automatiquement LMP. D'ailleurs, c'est assez amusant, puisque lors d'un de mes rendez-vous récents, j'avais le patrimoine de l'investisseur dans un joli tableau Excel, et je voyais que dès l'an prochain, il allait avoir, sur une opération, plus de 120 000 € de revenus locatifs meublés à l'année, alors que ses revenus pro, c'était dans les 80 000. Et dans le tableau Excel, il y avait dois-je choisir de passer en LMP? Et je me suis dit, mais c'est pas une question de choix, vous allez passer automatiquement en LMP. Donc la question est vite répondue pour paraphraser un fameux youtubeur. Donc il n'y a pas de choix dans ce cas-là, vous allez passer LMP. Le tout étant de savoir et d'anticiper les conséquences du passage en LMP pour éviter de faire des bêtises. Et là, attention, vous qui êtes loueur meublé non professionnel, l'une des conséquences majeures du passage en LMP est le gel d'un éventuel déficit LMNP par rapport à l'imputation sur des revenus LMP. Je veux dire par là que si vous avez fait une belle opération et que vous avez dit à votre expert comptable, passez-moi un maximum de choses en charge déductible et non pas en amortissement parce que je vais avoir du déficit reportable d'année en année. Si vous n'avez pas fait attention et que vous passez en LMP, votre déficit reste gelé. Vous ne pouvez pas l'imputer sur les loyers LMP. Ce qui peut être problématique. Ce qui est une cata pour certains investisseurs qui avaient tout misé sur le report des déficits. Donc il faut vraiment se poser énormément de questions sur tous ces statuts LMNP, LMP. Maintenant, tu m'interrogeais, Charles, sur l'avenir, à mon avis, du LMNP. Comme d'habitude, je suis un peu pragmatique et je dis, ça fonctionne pour l'instant, autant en faire. Effectivement. C'est exactement ça. Le jour où les règles vont changer de manière drastique, on va s'adapter. Par contre, attention, il faut quand même pas non plus être naïf. Le statut du loueur meublé est une vraie niche fiscale, qu'on soit en LMNP ou en LMP. Pourquoi les gens veulent éviter le LMP? C'est à cause des fameux problèmes de cotisation sociale qu'on va payer quand on va faire des bénéfices. Qui vont là, carrément, ça va être la double lame du rasoir. Il ne restera pas grand-chose de votre cash flow éventuel. Mais surtout, du fait de la complexité des passages incessants et éventuels LMNP, LMP, on risque fort d'avoir dans les 2 à 3 ans qui viennent une réforme globale du statut, à mon sens. Puisque vous allez avoir des problèmes, par exemple, j'ai eu le cas encore récemment, quelqu'un qui vend un bien meublé, alors qu'il est passé LMP dès 2019. L'expert comptable, pour le coup, avait un petit peu anticipé la chose et avait dit « Ok, vous allez passer LMP ». Même si ce n'était pas encore automatique à l'époque, ça l'est devenu à partir du 1er janvier 2020. Et conséquence, l'investisseur vend un bien immobilier meublé en 2020. Et le notaire pose aucune question. Et il calcule la plus-value LMNP et il la retient et la verse à l'État. Or, il s'avère que justement, le calcul n'est pas le même de la plus-value en LMNP et en LMP. Et donc, le notaire n'aurait pas dû la calculer, ni la retenir et la verser à l'État. Et donc, si on s'en aperçoit et qu'il y a une rectification, comment on va faire? Est-ce que le notaire va redemander l'argent à l'État pour le redonner à l'investisseur qui lui-même va le reverser après calcul de la plus-value LMP? Ça va être compliqué. Je ne la sens pas bien l'histoire. Pour que l'État redonne un centime, déjà, il va falloir quand même s'accrocher. Les prendre, ça va, mais les donner, voilà. C'est plus compliqué. Donc, tout ça me fait dire que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup d'exemples comme ça, mais à l'évidence, ça va se multiplier parce qu'on peut aussi repasser LMNP après être devenu LMP.
J'avais entendu parler, j'avais lu des trucs comme quoi un décret serait en préparation pour dire que même quand vous passez LMP, si vous repassez LMP, vous continueriez à payer des cotisations sociales. À mon avis, il faudrait voter une nouvelle loi pour ça. On ne pourrait pas le faire par décret. Donc, j'ai pas trop de crainte là-dessus. En tout cas, j'ai rien vu de nouveau là-dessus. D'accord. Sauf des choses sur des blogs. Mais bon, rien de sérieux pour l'instant. Donc ça me fait pas trop peur. Mais je pense que globalement, la coexistence de ces statuts avec des passages incessants et automatiques va créer trop de problèmes et qu'il va falloir réformer à un moment ou l'autre tout ça. Il ne vous aura pas échappé non plus que l'État s'est endetté, mais c'est même plus jusqu'au cou, hein. C'est jusqu'au-dessus de la tête, et qu'à un moment ou à un autre, on peut dire ce qu'on veut, il faudra rembourser. Donc, il faudra faire rentrer des cotisations sociales et de l'impôt. Et ça passera par quoi? Par un alourdissement de la tonte fiscale de l'investisseur immobilier, puisque déjà, on est dans un pays où l'investisseur immobilier n'a pas vraiment bonne presse. On le voit comme le rentier, alors que c'est quasiment un métier. Et du moins, ça devient un métier en se professionnalisant. Et puis, au-delà de ça, l'investisseur immobilier, on peut le pressurer. Il ne peut pas partir avec son immeuble en Belgique sous le bras. Donc, qui taxer l'investisseur immobilier? C'est facile. Ok, bon, en tout cas, c'est une très bonne réponse par rapport à l'avenir du LMNP, etc. Et je pense que ça va être pareil. Il y aura une forte taxation par la suite sur le LMNP, voire même qu'il soit complètement dissous, quoi. Ça n'existe plus. Et puis, je ne sais pas si on pourra faire ça. Ça serait une réforme un peu radicale. Par contre, on pourrait uniformiser les divers régimes qui coexistent, y compris avec l'ONU, et en uniformisant, bien sûr, une taxation par le haut. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui est société immobilière. J'entends souvent parler qu'il faut une SCI par bien immobilier. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est pas quelque chose qui m'enchante, très sincèrement. Pour la raison suivante. Une SCI par bien immobilier correspond à l'idée qu'on va essayer de rester sous le seuil des 38 120 € de bénéfices et donc payer seulement 15%. Tu vas me payer d'abus de droit? Non. Tu veux parler d'abus de droit, non? Non, pas d'abus de droit. Alors, on pourrait y penser vraiment à l'extrême, mais il faudrait avoir 15 SCI qui toutes ont un seul bien, qui soient à la même adresse, avec les mêmes associés, la même répartition des parts sociales, etc., etc. Et là, on pourrait commencer à se poser la question de savoir quel est l'intérêt réel de toutes ces sociétés qui sont toutes similaires, si ce n'est de rester en dessous du seuil des 38 120 € et donc de n'être fiscalisé qu'à hauteur de 15%. Mais même encore là, on pourrait ergoter en disant oui, mais regardez, dans une SCI, je fais que de la location courte durée, dans une autre, même si elle est à l'IS, je fais que de la location nue, dans une autre, je n'ai que des biens logés dans telle ville, et puis enfin, j'en ai deux autres parce que j'ai deux enfants et que je veux donner des parts de telle. Donc ça se discute. C'est pas pour ça. C'est parce que vous allez multiplier les frais de création et ne créez pas vos SCI vous-même, prenez des pros. Enfin, pour moi, c'est une hérésie. On va vous dire une holding, c'est plus cher à créer qu'une SCI, alors qu'une holding, on y reviendra, c'est pas fondamentalement plus compliqué à mon sens. Par contre, en termes d'enjeux, vous empruntez sur quoi? Sur la SCI, pas sur la holding. Et sur la SCI, vous empruntez sur 20 ans, des montants parfois considérables. Et là, sous prétexte d'économiser 1000 ou 1500 €, vous allez vouloir emprunter 300 000 € sur 25 ans. Non mais c'est n'importe quoi. Vous aurez zéro conseil si vous le faites vous-même. Alors que les conseils, c'est ce qui coûte le plus cher, clairement. C'est pas du statut type. Et d'ailleurs, si on vous fournit du conseil, c'est pour pouvoir rédiger des statuts adaptés à votre situation. Alors après, on peut toujours trouver des statuts adaptés, rédigés par un professionnel, mais ils ne seront pas adaptés à votre situation. Ils seront nettement mieux déjà que des statuts types d'une vague start-up, ok. Mais non, là, je ferme cette parenthèse, ne le faites pas vous-même, c'est un mauvais raisonnement et une économie de bout de chandelle au regard des enjeux de l'investissement immobilier, c'est clair. Donc, pour revenir à ce que tu disais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu disais? On était sur, est-ce qu'il faut créer une SCI par bien? Voilà, une SCI par bien, je ne suis pas sûr que ça soit fondamental, on va avoir des coûts de constitution supplémentaires, des frais de comptabilité supplémentaires, on va avoir de la paperasserie supplémentaire, un compte bancaire par SCI, on va tout démultiplier. Tout ça pourquoi rester sous le seuil des 38 120 et quand bien même. Réfléchissez-y, 38 120 c'est de bénéfices, pas de loyer. Effectivement. Donc pour déjà dégager 38 120 € de bénéfices dans une seule SCI, il faut avoir un petit peu investi dans la SCI, hein, clairement. Et puis qu'est-ce qui se passe? Vous approchez de vos 38 120 et paf, il y a une réfection de toiture qui vous tombe sur le coin du bec. Ça recrée de la charge
et vous restez encore durablement sous le seuil. Et vous aurez pourtant créé une deuxième SCI pour acheter un petit lot à 70 000. C'est pas la bonne idée. Donc non, ne soyez pas arc-boutés sur un bien par SCI. Fondamentalement, je pense que ça fait partie de ce que j'appelle les fausses bonnes idées de l'immobilier. Super. En tout cas, moi je pense pareil. Pas de SCI, pas de 1000 SCI pour 1000 biens immobiliers, etc. C'est une SCI avec plusieurs biens immobiliers dedans. Voilà. Alors après, constituer plusieurs SCI va répondre à d'autres impératifs. On va avoir des associés différents. Exactement. On va avoir des projets différents. On va avoir aussi des SCI qui vont être uniquement dans telle ou telle ville. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut constituer plusieurs SCI. Mais constituez-les pour les bonnes raisons. On parle souvent de holding immobilière, comme quoi ça serait l'arme par excellence pour ne pas payer d'impôts, pour échapper à la fiscalité. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le holding? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, on entend beaucoup parler et je vais te dire quelque chose, franchement, je crois que j'ai raté ma vie. Et oui, j'ai plus de 50 ans et j'ai pas de holding, pour paraphraser un célèbre publicitaire, ça n'a pas de Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Là, j'ai pas de holding, peut-être que j'ai raté ma vie. En réalité, pour redevenir sérieux sur le sujet de la holding dans l'investissement immobilier concerne une toute petite minorité d'investisseurs immobiliers. Typiquement, vous êtes indépendant, vous avez une société qui dégage beaucoup de cash, et là, la question de la holding va se poser parce que vous allez faire transiter votre cash par la holding grâce aux régimes fiscaux qui existent, régime Murphy, régime d'intégration fiscale, qui lui-même concerne une petite minorité d'investisseurs en holding. Donc déjà, la holding, c'est pas pour tout le monde. Et ensuite, le régime d'intégration fiscale, c'est encore moins pour tout le monde, puisque c'est une petite fraction de ceux qui ont une holding. Donc on fait remonter avec moins d'impôts que si on prélevait les dividendes en nom propre. On n'aura pas 30%. Et on les fait redescendre via des conventions de trésorerie vers des SCI d'investissement, typiquement. Alors attention, la holding aussi, si vous avez du nom propre, une holding ne peut pas concerner les biens que vous avez en nom propre. Ça ne concerne que des biens qui sont détenus en société. Quel est l'objet d'une holding? Prendre des participations dans d'autres sociétés, pour faire extrêmement simple. Voilà à quoi sert une holding. Après, il y a différents types de holding, passive, animatrice, etc. Mais on ne va pas faire un cours de fiscalité accéléré sur la holding, alors qu'il y a des manuels de 300 pages sur le sujet. Effectivement. D'accord. Alors pour le coup, je recommandais la lecture dans une autre vidéo, mais la lecture d'un manuel fiscal sur la holding, si vous n'êtes pas juriste, ça va quand même pas être super drôle. Ça va être compliqué. Donc là, allez voir un professionnel et vous gagnerez du temps et de l'argent, concrètement. Maintenant, acquérir quelques bases, pourquoi pas? Ça, c'est toujours bien de s'informer. Mais pour revenir à ta question sur la holding n'est pas l'arme ultime pour échapper à la fiscalité. Réfléchissez, à un moment ou à un autre, il faudra bien se verser l'argent. Effectivement. Donc que l'argent soit versé par la société d'exploitation, que ça soit versé par une SCI à l'IS ou par une holding à l'IS, ça sera toujours vraisemblablement de la flat tax à 30%, si tant est que la flat tax perdure d'ici quelques années. Donc la holding n'est pas un paradis fiscal, c'est un mécanisme légal d'optimisation de la fiscalité, d'optimisation de vos flux de trésorerie, mais ce n'est pas l'arme ultime de l'investisseur immobilier. Il faut casser cette idée qui est trop répandue sur Internet. Ne commencez pas à vouloir vous lancer dans des trucs super optimisés, super complexes, vous allez dépenser des milliers d'euros. Et si j'ai un conseil à donner à l'investisseur immobilier, vous voulez dormir tranquille, faites simple. Exactement. Donc pour toi déjà, la holding, on va dire, c'est un peu une hérésie, tout le monde en parle, mais... C'est survendu, c'est voilà, pas une hérésie, c'est survendu. Mais c'est survendu. C'est vraiment pour certains profils d'investisseurs. Quel type d'investisseur peut avoir une holding? C'est celui qui va avoir une société pour faire... C'est juste pour faire transiter de l'argent d'une société à une autre? Alors, ça va être soit l'investisseur qui veut vraiment constituer un gros patrimoine immobilier, qui en a les moyens, qui peut lever beaucoup de dettes et qui n'aura pas forcément une société d'exploitation par ailleurs. Donc ça va quasiment devenir une activité professionnelle. On peut le voir aussi quand on veut rester dans l'IMO et qu'on a une société de marchand de biens. Ou alors, ce sont d'autres sociétés commerciales dans des activités complètement différentes, du consulting, etc. Où là, on est dans le schéma transfert de la trésorerie pour investir ensuite dans l'immobilier. Ces deux catégories, à part ça, ça concerne, à mon avis, pas beaucoup d'autres investisseurs. Ok, super. Il y a certaines personnes qui me parlent de faire une holding à l'étranger pour remonter l'argent dans des paradis fiscaux. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, alors les paradis fiscaux, à part le nom, ils n'ont plus grand-chose d'autre. Ouais.
parce qu'on est quand même dans l'Union européenne, donc à une époque il y avait la grosse mode des holdings luxembourgeoises. Encore une fois, c'est pas pour l'investisseur lambda, clairement. Ça concernait des investisseurs très fortunés. En plus, maintenant, il y a des échanges de données informatiques. Pas question de faire de la fraude fiscale. C'est punissable de 5 ans de prison, la fraude fiscale. Donc, vous pouvez optimiser. Ça va vous coûter cher en conseil en fiscalité internationale. Les conventions fiscales internationales sont assez complexes. Vous ne pourrez pas vous amuser à lire ça tout seul parce que vous n'y comprendrez rien. Donc, à mon avis, là encore, inutile de vous lancer dans des trucs super compliqués. Par contre, rien ne vous interdit d'acheter de l'immobilier à l'étranger. Effectivement. Et là, en vous renseignant sur la fiscalité étrangère, comment ça va se situer ces biens immobiliers à l'étranger par rapport à la Convention fiscale internationale pour éviter une double imposition en France. Il y a des pays dans lesquels la fiscalité est beaucoup plus intéressante dans l'immobilier qu'en France. Et donc, dans ce cas-là, oui, on peut diversifier ses investissements. Mais commencer à vouloir faire des trucs super compliqués avec des holdings dans des paradis fiscaux, oubliez ce genre de choses, c'est fini. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Exactement. Donc, pour finir, est-il possible de ne pas payer d'impôts dans l'immobilier? Comment te dire On attend de moi une réponse un peu binaire, oui ou non. Oui, dans un premier temps. C'est-à-dire que sur certains types d'investissements, on peut ne pas payer d'impôts pendant les premières années. Mais ne nous y trompons pas, à un moment ou un autre, il sera normal de payer d'impôts. Le tout étant de ne pas en payer trop par rapport à une optimisation parfaitement légale. Exactement. Et si vous êtes totalement allergique à l'impôt, eh bien, mon conseil est simple. N'investissez pas. Ne faites rien. Vous aurez zéro risque. Et en plus, vous aurez zéro fiscalité. Zéro risque, pas de problème, pas d'impôt. Tout le monde est content. Par contre, il est clair que vous n'allez pas vous enrichir. Vous n'allez pas constituer de patrimoine. Vous n'allez pas assurer l'avenir de vos enfants. Et si vous comptez sur le système des retraites pour dans 30 ans, vous fournir une retraite qui, je n'hésite pas à le dire, pour moi est du Ponzi légal, puisque notre système de répartition, c'est vous qui travaillez actuellement, chers visionneurs de cette vidéo, vous payez les retraites des retraités actuels avec vos cotisations. Croyez pas que vous mettez de l'argent de côté pour vous. Hein, c'est ça. Donc c'est du Ponzi. C'est-à-dire que les derniers rentrants, le jour où ça se casse la figure, leur argent, ils ne le récupèrent pas. Effectivement. C'est exactement ça. Et renseignez-vous, la pyramide des âges en France ne va pas vraiment dans le bon sens. Donc au fil du temps, quand on a moins d'actifs et plus de retraités, à un moment, le système va dans le mur, il s'effondre. Et pourquoi les gens investissent dans l'immobilier actuellement? Une des motivations principales, c'est de la constitution de patrimoine et de compléments de revenus pour la retraite. Je pense que c'est une excellente idée. Ok, super. Ben, merci pour tous ces conseils, Dimitri. Vous pouvez retrouver donc Dimitri Boujard sur YouTube, l'avocat investisseur, sur Instagram, l'avocat investisseur encore une fois, et notamment sur son groupe Facebook. Donc Jurissimo Invest. Voilà, super. Tu as peut-être quelque chose justement à nous dire par rapport à ce groupe Prenez soin de répondre aux 3 questions pour entrer dans le groupe et d'accepter simplement les règles de bienséance du groupe. Voilà, et vous verrez que voilà, je fais régulièrement des posts dans le groupe, je fais des commentaires d'arrêt, je commente l'actualité, je vous reposte aussi des liens vers du juridique et du fiscal immobilier. Des lives. Des lives, oui, je fais des lives aussi. Voilà, j'en fais sur Instagram, donc j'aime bien le format Instagram pour les lives. Voilà, vous voulez être au courant, j'ai des projets en cours aussi, j'en reparlerai dans quelques mois. Très beau projet. Vous êtes les bienvenus sur ce groupe. Et puis, n'oubliez pas aussi le groupe de Charles. Ah non, mais moi, il est... Voilà. Pour les échanges entre investisseurs, moi, il y a quelques groupes que j'affectionne. Je suis avec Charles, je ne vais pas faire de la pub pour les autres groupes. Mais voilà, tu peux quand même rappeler ton groupe Facebook. Gros Cashflow Immo. Voilà, Gros Cashflow Immo. Alors, ce que j'aime bien dans Gros Cashflow Immo, c'est Gros Cashflow. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui veulent du cashflow. Après, est-ce que ça doit être une obsession? Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Exactement. Voilà, est-ce qu'on peut être rentier immobilier? Est-ce qu'on peut faire du gros cashflow? Je crois que tu as déjà fait un petit peu des vidéos. Rentabilité ou bien patrimoniale. Voilà, exactement. On aura peut-être, je l'espère en tout cas, l'occasion d'en reparler. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et puis donc vous pourrez retrouver toutes ces informations dans la description, dans la bio de cette vidéo. À lundi prochain les investisseurs, à bientôt. À bientôt.